Et nous sommes ravis de les poser lors de ce grand oral de la présidentielle et d'accueillir à présent Marine Le Pen. Le grand oral de la présidentielle. Europe 1, Paris Match et le journal du dimanche, Marine Le Pen. Ah voilà. Merci d'être là, Marine Le Pen. On vous laisse le temps de descendre. Vous êtes revenue de voyage, de déplacement, en tous les cas, dans de très très beaux territoires, évidemment. Vous étiez aux Antilles et merci d'avoir accepté, comme les autres candidats, de participer. Merci Bonsoir, à vous, Marine à Le ce Pen. grand oral de la présidentielle. L'Union européenne qui a permis, par sa puissance, de pouvoir acheter des masques, par exemple. C'est-à-dire, ce sont des projets qui ont été des projets librement consentis entre les nations et qui ont été particulièrement performants. Il n'y a pas eu de projet tel que cela depuis, en fait. Donc l'Union européenne, c'est un mastodonte technocratique qui essaye en réalité d'habiller tous les pays avec le même costume, sauf que les pays n'ont ni les mêmes forces, ni les mêmes faiblesses, ni la même taille, ni le même poids, ni les mêmes besoins. Et c'est en cela qu'on est dans une dérive qui est une véritable dérive technocratique. Est-ce que la défense a sa place dans votre alliance des nations européennes? Vous avez beaucoup évolué sur la question de l'Europe. On voit que l'Allemagne évolue sur la question de la défense. Elle investit massivement, une décision historique. Est-ce que la défense européenne a un sens pour vous? Est-ce que vous la défendez? Encore moins aujourd'hui. Encore moins aujourd'hui, où l'Allemagne vient précisément d'annoncer qu'elle va investir massivement dans ses capacités militaires. Qu'est-ce que vous croyez que l'Allemagne va faire? L'Allemagne va évidemment acheter du matériel allemand. Bon, donc en réalité, il n'y a jamais eu de défense européenne. Pour l'instant, c'est les avions américains. Mais... Ah oui, mais non, mais c'est autre chose, ça. Pourquoi ce sont des avions américains? Mais parce qu'en réalité, l'Allemagne a besoin de la dissuasion nucléaire américaine, et c'est là où on voit qu'il n'y a jamais eu de défense européenne. L'Allemagne n'a jamais compté sur la dissuasion nucléaire française. Elle compte sur la dissuasion nucléaire américaine sous parapluie de l'OTAN. Donc elle achète des F-35 et non pas des avions européens. Elle achète des F-35 parce que les F-35, ce sont les avions qui permettent en fait de porter l'arme nucléaire américaine. Mais on voit ce que ça a donné avec le SCAF. C'est fini, c'est terminé, c'est en voie d'arrêt complet. Donc, si vous voulez, le problème de la défense européenne, le problème de la défense commune entre les nations, bien sûr, il faut des partenariats. On peut réfléchir à des partenariats sur le plan militaire, mais encore faut-il avoir les mêmes besoins. On a fait des FREMM, les frégates avec l'Italie. Mais pourquoi on a réussi à le faire? Parce qu'en fait, avec l'Italie, on avait les mêmes besoins. Avec l'Allemagne, en l'espèce, on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas la même philosophie. On n'a pas... et surtout, on est soumis, en fait, à la décision du Bundestag, qui est une décision qui permet de dire voilà à qui vous aurez le droit d'exporter les matériels communs que nous allons fabriquer. Donc on ne peut pas s'engager dans la fabrication de matériel commun si à un moment donné une des deux parties dit ah oui d'accord, mais là à partir de maintenant vous n'avez pas le droit, vous Français, d'aller exporter le matériel que nous avons fabriqué en commun à tel pays parce que le Bundestag a dit non. Alors, pardonnez-moi, Marine Le Pen, il y a ces questions de défense, on va élargir, parce qu'évidemment, il y a plusieurs tonalités, nuances et domaines très importants qui recouvrent ces questions de souveraineté, d'autonomie, d'indépendance. On parlera de la santé, une infirmière parmi nous qui a posé tout à l'heure des questions à d'autres candidats. Il y a également la souveraineté alimentaire. Il faut qu'on y vienne. Vous y accordez une importance particulière, comme d'autres candidats, à nos agriculteurs, à nos jeunes agriculteurs. Il y a beaucoup véritablement d'angoisse aujourd'hui. Il y a des pays qui souffrent, évidemment. J'ai parlé tout à l'heure des pays du pourtour méditerranéen avec les grands problèmes d'approvisionnement de blé. Mais notre pays, la France, souffre aussi, nos jeunes agriculteurs. Si vous aviez une mesure emblématique, justement, s'ils nous écoutent à travers les réseaux sociaux, que diriez-vous ce soir? Non, mais il n'y a pas une mesure, pardon, mais c'est l'intégralité en fait de la filière agricole qu'il faut remonter. Mais la première des mesures sans laquelle toutes les autres en réalité sont inutiles, c'est avoir la capacité pour l'État d'être arbitre pour permettre que les prix qui sont négociés par les agriculteurs français avec la grande distribution leur permettent d'obtenir des marges qui entraînent un revenu digne pour nos agriculteurs. Parce que s'il n'y a pas de revenu digne, alors il n'y aura pas de génération suivante à nos agriculteurs. Les agriculteurs aujourd'hui, ils sont en train de dire à leurs enfants, surtout
surtout choisi une autre filière que la filière agricole parce qu'on n'en vit pas, faut dire, ou en tout cas on en vit de plus en plus mal. Donc la première des choses, c'est celle-là. Mais tout ce qu'il y a autour est évidemment fondamental, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une souveraineté alimentaire. Une souveraineté alimentaire, ça veut dire ne pas accepter qu'un fruit et légumes sur 2 soit importé, qu'une volaille sur 3 soit importée. Ça veut dire faire en sorte que dans la restauration collective, on arrive à 80% de production française, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Or, c'est un débouché, évidemment, qui est absolument essentiel. Mais, pardon, à partir du moment où on dit ça, il va falloir monter au stade au-dessus et dire, est-ce qu'il ne fallait pas, moi je l'ai fait, donc j'ai aucun problème à vous le dire, est-ce qu'il ne fallait pas s'opposer à tout prix à la philosophie qui a été imposée par l'Union européenne, qui est une philosophie qui est folle et qui démontre qu'ils sont incapables de se projeter dans l'avenir, qui a été la philosophie de la ferme à la fourchette, qui a comme conséquence la baisse de 10 à 20% de la production agricole mondiale, alors que au-delà même de la guerre en Ukraine et des problèmes de pénurie que cela va entraîner, des pénuries qui vont déstabiliser des pays du Maghreb, qui vont déstabiliser des très grands pays comme l'Égypte et qui risquent d'entraîner une autre crise qui sera la crise migratoire. Mais au-delà de ça, je veux dire, on sait que la population mondiale va monter. L'ONU a expliqué que d'ici 2030, on avait besoin d'augmenter la production mondiale de 30% et d'ici 2050 de 70%. Et au moment où l'ONU dit ça, eh bien, l'Union européenne, elle, nous dit eh bien, il faut organiser la pénurie en fait, de notre production alimentaire. Marine Le Pen, vous évoquez la juste rémunération des agriculteurs. Comment vous faites pour la garantir ? Eh bien, l'État est arbitre. Voilà, l'État s'introduit comme troisième personnage des négociations qui existent entre la grande distribution et les agriculteurs et doit pouvoir être capable de dire on ne peut pas, on n'acceptera pas qu'un contrat soit passé en dessous de tel prix qui est le prix de revient, en fait le prix nécessaire pour que les agriculteurs couvrent et leur prix de production et des marges qui sont des marges. C'est pas prendre le risque que la grande distribution aille se fournir ailleurs qu'en France ? Écoutez, si elle se fournit ailleurs qu'en France, elle en prendra la responsabilité. Voilà, c'est tout. Elle en prendra la responsabilité commerciale. Et vous savez, s'il s'agit de faire plier la grande distribution, moi, en ce qui me concerne, j'ai zéro problème. Hein. Parce que moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Hein, mais il va falloir quand même que dans notre monde, la sécurité sanitaire de nos compatriotes, parce qu'il en va aussi de la sécurité sanitaire, pas seulement des prix. Ce que nous achetons à nos agriculteurs, c'est la certitude que ce que nous mangeons est bon pour notre santé. Parce que l'agriculture française est une agriculture qui a fait les plus grands efforts dans les 30 dernières années. Ça veut dire aussi qu'il faut arrêter la concurrence déloyale. C'est-à-dire que vous me dites la grande distribution va aller se produire ailleurs. Oui, il n'y a qu'un malheur, c'est que nous, on va leur dire, écoutez, on nous a imposé des normes à nos agriculteurs, ils les ont respectées, c'est bien, c'est un choix de société, les normes, après tout, pourquoi pas, parce que précisément, il y a la sécurité sanitaire derrière, mais nous n'allons pas accepter que vous importiez des productions qui sont produites ou élevées en ne respectant pas les normes que nous avons nous-mêmes imposées à nos propres agriculteurs. Ça, c'est quelque chose de classique en matière d'économie. N'importe quelle filière économique que l'on soumettrait en fait à cette concurrence déloyale mourrait. Donc il n'y a aucune raison de laisser perdurer cette concurrence déloyale sur le plan agricole. Mais il faudra aussi réfléchir aux accords de libre-échange. Je veux dire, est-ce que l'agriculture, et moi je pose une vraie question, j'ai ma réponse, hein, mais est-ce que l'agriculture est un bien comme un autre ? Est-ce que c'est comme des pneus ou des écrous ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas sortir l'agriculture des accords de libre-échange parce que l'agriculture est encore une fois un bien qui n'est pas un bien comme un autre. Sans elle, on meurt. C'est aussi simple que cela. Marine Le Pen, on poursuit avec une question dans la salle, qui sont nombreuses. Il y en a beaucoup. Mademoiselle, au milieu. Bonsoir Madame Le Pen. Je voudrais revenir à l'Europe de la défense, mais à l'étranger. Est-ce que, selon vous, l'Europe et ou la France doivent protéger, même à l'étranger, et je pense plus précisément à l'avenir de la force Takuba engagée en Afrique de l'Ouest. Voilà, cette force Takuba donc, de plusieurs pays européens, mais qui est sous commandement militaire français, alors même que le départ des troupes françaises
au Sahel a été actée il y a quelques semaines. Vous, présidente, comment envisagez-vous l'avenir de cette force Takuba ? Écoutez, moi je pense qu'il faut mettre le paquet pour permettre à l'armée française de sortir en sécurité de cette zone. Or, nous savons que les opérations de démantèlement de ce type de force sont les actions les plus dangereuses. Bon. Donc, qu'est-ce que je pense ? Je pense que nous avons un certain nombre de bases, un certain nombre de pays. Il faut demander à ces pays s'ils sont d'accord pour augmenter nos contingents dans ces pays pour ne pas perdre pied définitivement exemple, en fait, Niger. au bénéfice d'autres. Oui, le Sénégal. Et puis, il faut le quoi qu'il en coûte pour sortir nos soldats de là où ils sont, dans une situation difficile, avec un gouvernement qui, en réalité, pousse les populations à une véritable adversité à l'égard de la France. Mais là encore, enfin, vous voyez, ça fait des années qu'on a besoin d'avions de transport de matériel. Eh bien, on est dépendant en matière d'avions de transport de matériel. On ne sait pas pourquoi. Ça fait des années qu'on n'a pas réfléchi à avoir des belugas militaires. Donc aujourd'hui, on dépend en fait des avions de transport de matériel ukrainiens qui sont en partie bloqués compte tenu de la situation, alors que eh bien, c'est essentiel pour pouvoir faire repartir l'intégralité de notre matériel dans des bonnes conditions, mais surtout nos hommes. Donc voilà, on est dans cette difficulté-là. Je voudrais rappeler que vous étiez pour, à l'époque, l'engagement de la France tel que décidé par François Hollande. Parfaitement. Notre armée se déploie au Mali. Voilà. J'étais parfaitement d'accord. Est-ce que j'étais d'accord pour qu'il reste aussi longtemps ? Bon, ça c'est encore une autre chose. Mais regardez là, on nous parle de l'Union européenne. Mais qu'a fait l'Union européenne ? Enfin, je veux dire, on est allé là-bas. La logistique, les Allemands nous ont aidés pour la... Non, mais vous posez la question, je réponds un peu à la marge de la réalité. Oui, c'est vrai, mais certes, ça en réalité... Mais parce que nous sommes une force de projection, Madame Le Pen, il n'y en a pas beaucoup en Europe. Nous sommes les seuls capables à nous projeter sur le terrain. Alors d'accord, donc nous sommes les seuls capables, donc c'est nous qui sommes les seuls à payer. Alors que nous allons là-bas pour lutter contre les groupes armés terroristes, pour protéger... Non mais d'accord, mais nous ne protégeons pas seulement la France. Nous avons protégé en fait l'intégralité de l'Europe en allant là-bas. On a perdu 58 de nos enfants là-bas. Je veux dire, on paye le prix fort. Et malgré cela, eh bien, l'Union européenne, nous n'avons jamais réussi à obtenir que l'Union européenne finance au moins une partie des sommes qui sont nécessaires et qui étaient nécessaires pendant des années au maintien de cette troupe pour lutter contre les groupes armés terroristes. On se dit, mais à quoi sert l'Union européenne ? Une autre question dans la salle. Monsieur Jeune homme au derrière. deuxième rang, lève la main depuis longtemps. Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 17 ans et je viens de Rennes. Je voulais savoir si vous étiez pour ou contre l'élevage intensif. Ça n'a pas grand-chose à voir avec... Alors moi, j'aimerais qu'on... Non mais... Bon, mais enfin, vous avez pas... à la limite, vous n'avez pas tort parce que, en fait, cette question-là est la question qui permet aussi de poser la question de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par élevage intensif ? Est-ce que l'élevage intensif, c'est des élevages avec beaucoup d'animaux ? Ou est-ce que des élevages intensifs, c'est des élevages avec des animaux dans des minuscules cages, avec des conditions d'élevage qui sont insupportables, avec des normes en fait qui ne sont pas respectées, parce qu'il existe des lois, avec une température qui doit être respectueuse du bien-être des animaux, avec une nourriture qui doit être respectueuse, avec un espace, avec des conditions sanitaires, c'est-à-dire de nettoyage des lieux qui permettent que les animaux soient, alors évidemment, c'est pas l'idéal bien sûr, mais soit dans des conditions qui soient acceptables au regard de leur espèce. Donc est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre ? Si c'est des grandes exploitations, moi je suis pour des grandes exploitations avec lesquelles on soit extrêmement dur sur les conditions de bien-être des animaux qui y sont élevés. Voilà, je suis pour cela et je veux dire pourquoi. Parce que s'il n'y a pas ça, eh bien nous allons manquer de nourriture. C'est aussi simple que cela. Et nous allons donc dépendre de l'importation. Mais d'après vous, comment ça se passe ailleurs ? C'est-à-dire que s'il s'agit uniquement de délocaliser, en fait, pour se donner bonne conscience, la maltraitance animale est peut-être une maltraitance bien pire, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont de l'élevage intensif, mais alors pour le coup, eux, ils n'ont aucune norme de respect du bien-être animal. Si c'est ça, eh bien, je suis en désaccord avec cela. Je préfère avoir des grandes exploitations, certes, qui sont sur le territoire national, que l'on puisse contrôler, plutôt que d'avoir des importations d'animaux
parfois vivants d'ailleurs, dans des conditions qui sont là pour le coup des conditions bien souvent de maltraitance animale, et on voit pas, on regarde pas. Vous savez, c'est comme la délocalisation de la pollution. Ah ben non, mais c'est loin, donc ça va. Ben non, c'est loin, mais ça va pas non plus. Voilà, donc voilà pour une réponse un peu précise, parce que quand on vous pose la question en disant est-ce que vous avez 3 secondes pour répondre, c'est pas simple, parce que c'est un peu plus faut être un peu plus précis que ça. Et on vous laisse le temps nécessaire, ce sont des questions importantes, et on remercie ceux qui viennent d'autres villes et qui sont avec nous ce soir. Je rappelle, je vous l'ai dit, une volaille sur 3 est importée en France. Une volaille sur 3 consommée en France est importée. On va priorité aux questions du public, si vous le voulez bien. Je sais que vous entendez beaucoup les questions des journalistes, Marine Le Pen. Le plus important, c'est ceux qui vont... Voilà. Alors, je ne sais pas. Peut-être Mademoiselle, oui, c'est vrai. Au premier rang, s'il vous plaît. On revient vers vous, mademoiselle. Allez-y, mademoiselle. Bonjour, alors moi je souhaiterais vous poser en fait à la fois une question qui rentre dans une autre, plus globale. C'est à propos, pareil, de la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pensez que si on produit à fond sur le territoire français et qu'on choisit de produire plus, il va se poser des problèmes de limites environnementales qu'on connaît déjà et qui sont déjà dénoncés à corps et à cri avec l'utilisation de pesticides de façon très intense? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il ne serait pas plutôt intelligent d'investir dans une coalition européenne qui privilégie un fonctionnement un peu comme Ricardo l'imaginait, c'est-à-dire avec des pays qui sont spécialisés dans la production d'un seul bien, et avec cette coalition européenne, on partage ainsi les biens et on produit mieux dans un respect de l'environnement et sanitaire qui soit meilleur en général? Alors moi, je suis complètement en opposition avec cette vision-là. On l'a déjà fait avec la division internationale du travail, cette technique-là, et ça ne fonctionne pas. En fait, c'est une technique qui vous met sous l'épée de Damoclès du moindre conflit, de la moindre déstabilisation d'un pays. Donc je suis au contraire pour une diversification de notre économie, et d'ailleurs je suis pour qu'on retrouve les voies en fait sinon d'une autonomie, au moins d'une souveraineté industrielle, militaire, alimentaire, pharmaceutique. Il nous manque aujourd'hui, d'ailleurs on a fait ça, c'est la société à flux tendu. On a dit bon, on n'a pas besoin de principes actifs parce qu'il suffira de claquer des doigts dans la mondialisation pour obtenir des principes actifs qui viennent d'Inde. Sauf que le jour où il y a une crise mondiale, eh bien la réalité c'est que l'Inde commence par se servir elle-même, puis elle sert les pays avec lesquels elle est alliée, avec lesquels elle a des rapports commerciaux plus importants, et puis après elle vend à ceux qui payent le plus cher, et puis nous on arrive en dernier en bout de chaîne. Donc je crois que c'est vraiment pas une bonne chose. Honnêtement, beaucoup de choses ont été dites sur l'agriculture française. Elle a fait des efforts, mais incommensurables dans les 20 dernières années. On ne peut pas dire qu'ils utilisent massivement des pesticides. Ça n'est pas vrai. Moi, je suis allé sur des dizaines d'exploitations. Au contraire, et d'ailleurs, ils vous le disent, bien sûr que non, on n'utilise pas des pesticides n'importe comment pour une raison simple, c'est que nous, on pense à notre culture de l'année prochaine et à la culture de l'année d'après. Donc, si vous voulez, s'il y a bien des gens qui sont très attachés à ce que l'écosystème sur lequel ils ont leur culture puisse être préservé, c'est bien eux. Et je veux dire, j'ai même discuté il n'y a pas très longtemps avec un agriculteur et il me disait, mais vous savez, Madame Le Pen, il y a quelque chose sur lequel vous devriez vous pencher, c'est l'utilisation des pesticides par les municipalités. Parce que la réalité, c'est que nous, on utilisait des pesticides à des niveaux mais sans commune mesure inférieure en termes de dilution des pesticides ou par exemple des désherbants, que ce que font les municipalités qui, elles, ont le sentiment qu'elles ne sont pas trop surveillées et qui utilisaient des désherbants avec des taux de concentration qui étaient des taux de concentration complètement dingues. Donc, vous voyez, je pense qu'on les a vraiment... on a donné d'eux une très mauvaise image. Moi, je crois qu'au contraire, la France, non seulement a la capacité d'être autonome en matière agricole, elle a même la capacité d'exporter. Et il faut qu'elle exporte. Parce qu'il y a des pays dans le monde qui ne peuvent pas avoir d'autonomie alimentaire. Donc, c'est presque aussi un défi. Ce n'est pas seulement un défi économique dont je vous parle. C'est un défi humaniste. C'est que les pays qui ont la capacité, par leur géographie, par leur météo, de pouvoir produire plus qu'ils ne le font, doivent le faire pour permettre à des pays qui n'ont ni la géographie, ni la météo pour pouvoir nourrir leur population, de pouvoir les nourrir. Je vous rappelle les chiffres de tout à l'heure. L'ONU dit qu'il faudra 40% de plus d'ici 2030 de production mondiale. Donc, il faut à tout prix qu'on continue
à produire, Et alors même 2030, que peut-être c'est en demain. 2023, Oui. notre balance commerciale agricole, pour la première fois, sera déficitaire, vin compris. Alors que c'est le vin qui sauve notre balance commerciale agricole au moment où nous nous parlons. Eh bien, enfin, le vin, les vins, les boissons. ce qui est Eh bien, vrai, hein. en 2023, on pourrait avoir une balance commerciale agricole déficitaire. Ça voudrait dire qu'on importerait plus que ce qu'on exporte. C'est catastrophique, objectivement. D'autres questions, Marine Le Pen? On poursuit. La jeune fille qui est au premier rang. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Donc vous avez parlé tout à l'heure d'Ariane. J'avais une question qui concerne un petit peu, on va dire, l'autonomie stratégique européenne. Est-ce que, en tant que présidente, vous prévoyez un programme spatial français, ou est-ce que vous inscrivez plutôt dans une filière spatiale européenne, sachant que vous avez parlé d'Ariane et Ariane, Ariane 6 est européenne, mais c'est quand même un fleuron de l'industrie française. Donc, comment vous positionnez-vous par rapport à ça, sachant que la filière spatiale est très importante dans la souveraineté, bien sûr, dans les communications, etc. Bien sûr. Ça fait vraiment partie des souverainetés à conserver. Moi, très objectivement, pour en avoir assez longuement discuté avec des spécialistes, c'est un peu incontournable pour le spatial d'avoir des coopérations qui soient des coopérations internationales. Donc, moi, je pense que typiquement, le spatial, ça fait vraiment partie des coopérations européennes qui, moi, me vont bien. Voilà, ça me va bien. De la même manière, je souhaite que sur la base d'ailleurs de ce qu'on a fait pour le spatial, on puisse lancer une grande coopération sur la mer. Une coopération européenne, là encore, avec une France qui, un peu comme dans le spatial, aurait une prééminence, ne serait-ce que par sa géographie, par ses outre-mer. Mais il n'en demeure pas moins que pour des grands projets comme ça, je pense qu'il faut conserver une vision qui est une vision de coopération européenne. Mais vous savez, même les États-Unis, je vais vous rappeler juste une anecdote. En 2014, quand il a été décidé de sanctions à l'égard de la Russie, il a été demandé à l'Union européenne de procéder à des sanctions et donc à l'arrêt de l'exportation à l'égard de la Russie de toute une série de secteurs agricoles. Alors, nos producteurs de pommes ont beaucoup souffert. Il y a eu des problèmes avec le porc, il y a eu des problèmes avec le lait, ça a fait des pénuries. Enfin bon, bref. Mais il y a un domaine où les États-Unis n'ont rien réclamé en matière de sanctions, c'était le spatial. Ben oui, parce qu'en fait, les États-Unis aussi, ils ont besoin des Russes pour le spatial. Donc, vous voyez, on adapte un peu les sanctions en fonction des intérêts de chaque pays. Moi, je demande juste que la France fasse valoir aussi les siens quand il s'agit de défendre les intérêts de la France et des Français, quoi. Je vous propose de partager les quelques minutes qui nous restent, Marine Le Pen, toujours avec les questions du public. Elles sont nombreuses. Allez-y, je ne voudrais pas choisir. Monsieur au milieu, là. Bonjour madame, j'avais une question à propos du pouvoir d'achat. Vous vous qualifiez de candidate du pouvoir d'achat. Alors je voulais savoir, en tant que député, vous touchez 7 200 € par mois. En tant que conseiller départemental, 2 700 €. Et en tant que présidente du RN, 3 000 € par mois. Et vous vous êtes d'ailleurs augmenté à 5 000 € par mois en 2016-2017. Ce sont des remboursements de frais. Et justement, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut se qualifier de candidate du pouvoir d'achat quand on fait partie des 1% des Français les plus riches, surtout dans un parti qui est endetté à peu près 23 millions de dettes. Ah, très bien, c'est une question très sympathique pour terminer le... Merci beaucoup. Ce que vous dites est une vision qui a été développée par la gauche, puis acceptée par la droite en fait depuis très longtemps. Et c'est une vision que je rejette. C'est-à-dire que votre idée, c'est que en réalité, on est assigné à une classe sociale et que le seul objectif qu'on a dans la vie, c'est de s'intéresser à soi-même. Donc, je gagne bien ma vie, donc je ne dois m'intéresser qu'aux gens qui gagnent bien leur vie. Je vais donc proposer des baisses d'impôts pour les riches. Et puis, j'ai des difficultés, donc je ne vais m'intéresser qu'aux gens qui ont des difficultés et je vais donc proposer de taxer les riches. Moi, je propose de sortir de ça. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une vision nationale. C'est-à-dire que je pense qu'un pays tout entier, en réalité, doit créer un élan et que c'est
moi, je ne sais pas être heureuse toute seule, par exemple. Vous voyez, c'est pas parce que moi, je gagne bien ma vie que je veux dire je me désintéresse de ceux qui ont des difficultés. C'est parce que je gagne bien ma vie que précisément je m'intéresse à ceux qui ont des difficultés. Et que c'est parce que je gagne bien ma vie que je sais très bien que je suis une privilégiée, en quelque sorte. Et qu'à côté de moi, il y a des millions de Français, 9 millions qui sont pauvres, qu'il y a des millions de Français qui sont à 10 € ou à 20 € près. Et c'est justement parce qu'ils sont à 10 € ou à 20 € près que j'ai mis en place des mesures qui leur permettent de leur rendre en moyenne 150 à 200 € par mois et par ménage. C'est ce qui fait que je ne suis pas de droite, peut-être, et ce qui fait que je ne suis pas de gauche. C'est que je ne suis pas dans la vision que vous développez là. Moi, je suis française, je m'intéresse au bien-être du peuple français dans l'intégralité de sa diversité. Et vous verrez que dans mon projet, c'est vrai que je me mets je m'intéresse plutôt à ceux qui sont en difficulté. Pourquoi ? Parce que je pense que le rôle de l'État, ça n'est pas de venir au soutien des gens qui n'ont juste pas besoin qu'on les aide. Bon, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant 5 ans. Il nous a expliqué que tout ça allait ruisseler. Moi, je pense qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas vu le ruissellement. Ça consistait à donner des avantages à ceux qui n'en ont pas besoin et que tout ça allait ruisseler sur ceux qui en avaient besoin. Non, moi j'ai pris une position qui est différente et je l'assume. Ça consiste à aller aider directement les gens qui en ont besoin par toute une série de mesures, dont la principale, vous le savez, la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'énergie, gaz, électricité, fuel et carburant, pour rendre déjà avec juste cette mesure-là 12 milliards d'euros aux Français. Et on va conclure par une dernière question, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur, s'il vous plaît. C'est gentil, merci beaucoup. Guillaume Pratt, avocat. Madame Le Pen, aujourd'hui, donc, on est conviés principalement sur des questions européennes. C'était le sujet, me semble-t-il, du débat. On le sait tous, évidemment, la guerre est en Europe. Et aujourd'hui, je crois qu'une question fondamentale va se présenter aux différents candidats, aux futurs présidents ou présidentes de la République. C'est, encore une fois, cette nouvelle demande d'ouverture, finalement, de l'Union européenne. Puisque, suite à, évidemment, cette guerre, des demandes sont en train de se faire, des demandes d'adhésion. L'adhésion de l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, désormais, qui souhaitent entrer au sein de l'Union européenne. Et donc, je vous souhaite poser cette question, Mme Le Pen, de savoir quelle est votre position quant à cette adhésion qui est sollicitée par ces pays. Je pense que c'est une question fondamentale pour les Français et les Européens, évidemment, de savoir quelle est la position du candidat ou de la candidate Mme Le Pen face à cette demande d'adhésion. Voilà, merci. Merci de votre question, auquel j'ai déjà eu l'occasion de répondre depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs, parce que j'y suis évidemment opposé. Je comprends qu'on est à un moment où le cœur a envie de parler et on a envie d'exprimer une forme de solidarité avec ces pays en leur proposant de rentrer dans l'Union européenne. Mais ces pays-là ont des niveaux de salaire qui sont tellement bas, 200 € jusqu'à 350 € en moyenne, que ça va créer au sein de l'Union européenne des différences sociales qui vont être fondamentales. On n'arrive déjà pas à résorber les différences et la concurrence de ces pays, compte tenu de la différence sociale qui existe entre notre niveau de salaire et le leur. On n'arrive pas à le réduire. Vous savez que ça fait 10 ans qu'on parle d'un SMIC, on ne sait pas par quel bout le prendre, parce qu'en réalité, il n'y a pas de possibilité d'avoir un SMIC européen. C'est soit on met un SMIC à notre niveau à nous, et eux, évidemment, ils vont se retrouver dans l'incapacité totale de pouvoir mettre en place un SMIC à ce niveau-là, soit on met un SMIC à leur niveau à eux, et on va se retrouver avec un SMIC à 250 € par mois. Je ne suis pas sûr que ce soit un projet de société qui soit appréciable. Donc, faire entrer à nouveau, si vous voulez, des pays qui n'ont pas du tout le même niveau de développement économique que les nôtres, qui n'ont pas du tout le même niveau de protection sociale que les nôtres, qui n'ont pas du tout le même niveau salarial que les nôtres, je crois que ce serait une très mauvaise manière, en réalité, à faire à l'Europe de manière générale et aux salariés français, aux travailleurs français en particulier. Merci beaucoup, Marine Le Pen. C'est moi qui vous remercie.